Imaginez une poudrière géopolitique où chaque geste compte, où chaque mot peut déclencher l'irréparable. Nous sommes en 2025 et le monde retient son souffle face à ce que les experts appellent désormais le point de non-retour entre Washington et Téhéran. Un groupe aéronaval américain fend les eaux en direction du Golfe Persique. Le président américain multiplie les déclarations martiales. L'Iran répond par des menaces à peine voilées. L'escalade n'est plus une hypothèse, elle est devenue le quotidien. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quels sont les scénarios qui se dessinent réellement derrière le rideau de fumée de la communication de guerre ? Et surtout, existe-t-il encore une porte de sortie ? Pour répondre à ces questions, j'ai épluché des dizaines de rapports militaires, de spécialistes du Moyen-Orient, d'analyse stratégique. Ce qui suit n'est pas une simple chronique de la crise, c'est une plongée dans les coulisses d'un conflit qui pourrait redéfinir l'ordre mondial. Les 3 visages de la menace américaine. Début janvier 2025, le New York Times fait une révélation qui ébranle les chancelleries. 3 options militaires concrètes ont été présentées à Donald Trump pour régler la question iranienne. Pas des hypothèses d'école, pas des scénarios théoriques, des plans opérationnels détaillés, avec des dates, des moyens, des objectifs. C'est là que l'on réalise que nous ne sommes plus dans la posture, nous sommes à la frontière de l'action. Le premier scénario est aussi spectaculaire qu'il est risqué. Une opération de commandos en territoire iranien. L'objectif ? Détruire ou neutraliser les sites nucléaires clés comme Fordo ou Natanz par infiltration terrestre. À première vue, cela peut sembler digne d'un film hollywoodien, mais la réalité stratégique est tout autre. L'Iran n'est pas une petite nation fragile, c'est un pays continent de 1,6 million de kilomètres carrés, doté d'une armée de 610 000 hommes et d'un appareil de sécurité intérieure parmi les plus efficaces du monde. Les sites nucléaires sont enfouis à des centaines de kilomètres des côtes, parfois sous des montagnes. Une telle mission nécessiterait une infiltration longue durée, des complicités locales quasi impossibles à obtenir et exposerait les forces spéciales à un risque de capture ou de perte massive. Les experts militaires se souviennent tous de l'opération Eagle Claw de 1980, une tentative de libération d'otages par hélicoptère qui s'est soldée par un fiasco complet, 8 morts américains et une humiliation stratégique qui aura probablement coûté sa réélection au président en exercice. Alors pourquoi en parler si c'est si dangereux ? Parce que l'information elle-même est une arme. Plusieurs analystes soupçonnent que cette fuite au New York Times est en réalité une fuite organisée, un message codé à destination de Téhéran. Le but ? Faire croire que tout est sur la table, inclut l'impensable. C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique, créer l'incertitude, maintenir l'adversaire dans un état de vigilance permanent, l'épuiser mentalement. Dans cette logique, peu importe que l'opération soit réellement faisable, ce qui compte, c'est que l'Iran y croit. Le deuxième scénario vise un objectif radicalement différent, la déstabilisation du régime lui-même. Il s'agirait de frappes aériennes ou de missiles de croisière contre des cibles militaires stratégiques, casernes du corps des gardiens de la Révolution, centres de commandement, infrastructures de communication, voire contre des figures de haut rang des régimes. L'idée est de décapiter la structure de pouvoir pour provoquer son effondrement interne. Mais ici surgit la question cruciale. Et après ? Qui prendrait le pouvoir ? L'histoire récente devrait nous servir de leçon. L'Irak de 2003, la Libye de 2011, dans les 2 cas, la chute du régime autoritaire a créé un vide de pouvoir pire que la situation initiale. Chaos, guerre civile, montée de l'extrémisme. L'Iran, avec 88 millions d'habitants, ses multiples ethnies, perses, azéris, kurdes ou baloutches, et ses fractures religieuses, chiites, sunnites, minorités chrétiennes et juives, pourrait devenir un volcan incontrôlable. Et surtout, rien ne garantit que les successeurs des ayatollahs seraient plus modérés. Au contraire, éliminer Ali Khamenei, l'actuel guide suprême, pourrait porter au pouvoir une génération encore plus dure des gardiens de la Révolution, façonnée par des décennies de guerre et de confrontation avec l'Occident. C'est le paradoxe tragique de la solution par la force. Elle peut renforcer ce qu'elle prétend détruire. Le troisième scénario est peut-être le plus réaliste, des frappes ciblées contre le programme de missiles balistiques iranien. Contrairement aux 2 précédents, ce plan ne vise ni une infiltration impossible, ni un changement de régime hypothétique. Il cible une capacité militaire concrète et mesurable. Et ici, on devine une main invisible mais omniprésente, celle d'Israël. Pour Tel Aviv, les missiles balistiques iraniens sont une menace existentielle directe. L'Iran possède des missiles capables de frapper n'importe quel point du territoire israélien en quelques minutes. Israël estime que Téhéran a relancé sa production de missiles de portée intermédiaire et exerce une pression considérable sur Washington, non seulement pour que les États-Unis agissent, mais pour que les États-Unis agissent conjointement avec Tsal. Ce n'est pas une coïncidence que ce scénario émerge. Il reflète une convergence stratégique entre 2 alliés qui, dans cette affaire, partagent la même angoisse. L'arme absolue de Téhéran, le détroit d'Ormuz. Si les États-Unis possèdent la supériorité aérienne et navale, l'Iran détient une carte géographique redoutable, le détroit d'Ormuz. Cette étroite bande d'eau, à peine 40 km de large à son point le plus resserré, est une des artères vitales de l'économie mondiale. 20% du pétrole mondial y transite chaque jour, ainsi que 90% des exportations pétrolières iraniennes. C'est aussi le passage obligé pour le pétrole saoudien, émirati, kouétien, qatari. La menace de Téhéran est limpide. En cas d'attaque américaine, le détroit sera fermé.
Concrètement, cela signifierait le déploiement de mines marines, difficiles à détecter et coûteuses à neutraliser, ainsi que l'utilisation de centaines de vedettes rapides, ces fameux bateaux fantômes, semi-submersibles à faible signature radar, capables de harceler les navires commerciaux et militaires dans un espace confiné. L'impact serait immédiat, une flambée vertigineuse des prix du pétrole, une panique sur les marchés financiers, une onde de choc économique mondiale. Et c'est précisément cette menace qui fonctionne. Les voisins de l'Iran, pourtant alliés traditionnels de Washington, sont terrifiés. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont multiplié les appels à la retenue. Certains auraient même évoqué officiellement la possibilité de fermer leur espace aérien aux avions militaires américains en cas de frappe contre l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils seraient les premières victimes collatérales d'une guerre régionale. Leurs installations pétrolières, leurs ports, leurs raffineries, tout cela est à portée de missiles iraniens. Une guerre entre Washington et Téhéran ne serait pas un duel à distance, ce serait un incendie régional dont ils paieraient le prix en sang et en économie. Parlons maintenant de ces bateaux fantômes iraniens qui fascinent autant qu'ils inquiètent. Il faut raison garder, il ne s'agit pas d'une arme secrète invincible. Ce sont des vedettes rapides semi-submersibles dont la coque affleure à peine la surface de l'eau, réduisant leur signature radar. Elles sont effectivement redoutables dans un environnement confiné comme le détroit d'Ormuz, où elles peuvent surgir de nulle part, harceler un cargo ou un destroyer, puis disparaître dans les eaux côtières peu profondes. Mais en pleine mer, face à la puissance de feu d'un groupe aéronaval américain, avec ses porte-avions, ses destroyers lance-missiles, ses hélicoptères et ses drones, ces vedettes sont vulnérables. Elles n'ont aucune protection anti-aérienne sérieuse. Leur force réside dans la nuisance, le blocage, la guérilla navale, mais pas dans la confrontation directe. Autrement dit, l'Iran ne peut pas gagner une guerre conventionnelle contre les États-Unis, mais elle peut infliger suffisamment de dégâts économiques et stratégiques pour rendre cette guerre insupportablement coûteuse. C'est ce qu'on appelle la dissuasion asymétrique, compenser l'infériorité militaire par la capacité de nuisance maximale. Alors reste-t-il encore une place pour la négociation dans ce face-à-face mortel? La réponse courte est peut-être, mais la fenêtre se referme. Toute cette démonstration de force, les groupes aéronavaux, les fuites organisées, les menaces iraniennes, pourraient être un gigantesque théâtre destiné à forcer l'autre camp à revenir à la table de négociation. Mais dans quelle position? Téhéran affirme être prêt à discuter du programme nucléaire, mais sur le programme de missiles balistiques, c'est une ligne rouge absolue, il n'en est pas question. Pour l'Iran, ces missiles sont la garantie de sa souveraineté, le seul moyen de dissuasion crédible face à des adversaires technologiquement supérieurs. Les abandonner serait à leurs yeux se condamner à l'impuissance stratégique. Le vrai problème, au fond, n'est ni technique ni juridique, c'est la confiance, et elle est totalement rompue. Les Iraniens n'ont pas oublié que c'est à Donald Trump qui, en 2018, a unilatéralement retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, alors même que toutes les agences internationales confirmaient que Téhéran respectait ses engagements. Depuis, les sanctions américaines ont étranglé l'économie iranienne, provoquant une inflation galopante, un effondrement de la monnaie et des pénuries. Et puis, il y a cet épisode d'avril 2025 devenu emblématique de la duplicité perçue par l'Iran. Entre une obligation directe, une lueur d'espoir timide, Israël a lancé une offensive militaire, rejointe ensuite par les États-Unis. Du point de vue iranien, le message est clair, on ne peut pas faire confiance à Washington. Les Américains parlent de paix d'une main et frappent de l'autre. C'est une impasse diplomatique quasi totale. Aucun des deux camps ne croit plus à la bonne foi de l'autre. Chacun interprète chaque geste comme une manœuvre tactique plutôt qu'une ouverture sincère. Et dans ce contexte, même les propositions raisonnables sont rejetées de fait par peur d'être piégées. Cette crise n'est pas un simple duel entre Washington et Téhéran. C'est un théâtre d'opération globale où chaque grande puissance joue sa partition avec ses propres intérêts et ses propres lignes rouges. La Russie et la Chine ont organisé des exercices militaires conjoints avec l'Iran dans le détroit d'Ormuz, un signal à peine voilé envoyé aux Américains. Le message, l'Iran n'est pas seul. Moscou et Pékin ne laisseront pas Washington redessiner la carte du Moyen-Orient à sa guise. Pour la Russie, l'Iran est un allié stratégique précieux, notamment en Syrie. Pour la Chine, c'est un fournisseur d'énergie crucial et un maillon clé de ses routes commerciales vers l'Europe et l'Afrique. Ni l'un ni l'autre ne veut voir Téhéran tomber, ou pire, devenir une base d'influence américaine. Israël, de son côté, pousse activement pour une frappe. Pour Tel Aviv, cette crise est une opportunité historique d'affaiblir durablement l'Iran, qu'elle considère comme sa menace existentielle numéro 1. Les dirigeants israéliens plaident pour une action militaire rapide, avant que Téhéran ne franchisse le seuil du nucléaire militaire, ou avant que les États-Unis ne changent d'avis. L'Europe, quant à elle, plaide pour une solution diplomatique. Paris, Berlin, Bruxelles multiplient les appels à la désescalade, mais leur voix porte peu. L'Europe n'a ni la force militaire pour peser directement, ni l'influence diplomatique suffisante pour s'imposer comme médiateur crédible. Pire, elle est désormais directement menacée. Car Téhéran a explicitement averti l'Europe qu'elle ne resterait pas à l'écart en cas de conflit, pas par des frappes de missiles, l'Iran n'en a pas la capacité à ces distances, mais par ce qu'on appelle la guerre hybride, cyberattaques contre des infrastructures critiques, actions contre les intérêts européens au Moyen-Orient et surtout l'utilisation d'agents dormants pour commettre des attentats sur le sol européen, visant notamment des cibles israéliennes ou juives. Ce n'est pas de la science-fiction, la France a déjà connu dans les années 1980 plusieurs vagues d'attentats liés à des groupes pro-iraniens. La menace est prise au sérieux par toutes les agences de renseignement européennes.
Le paradoxe nucléaire, un conflit sur la confiance, pas sur le droit. Revenons à la racine du problème, le programme nucléaire iranien. Toute cette crise est construite autour de l'idée d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme atomique. Pourtant, il existe un paradoxe juridique fascinant et souvent oublié. Le traité de non-prolifération nucléaire, TNP, signé par l'Iran, autorise explicitement les États à développer un programme nucléaire civil, y compris l'enrichissement d'uranium à des fins énergétiques. L'Iran invoque ce droit depuis des décennies. Techniquement, Téhéran est dans son droit tant qu'il n'enrichit pas l'uranium au-delà du seuil militaire, environ 90% de pureté pour une bombe, contre 3 à 5% pour un réacteur civil et 20% pour la recherche médicale. Le vrai conflit ne porte donc pas sur la technologie, mais sur l'intention. Personne ne conteste que l'Iran possède les compétences scientifiques et industrielles pour fabriquer une bombe s'il le décidait. La question est, le fera-t-il? Et c'est là que tout repose sur la confiance. Cette même confiance qui, comme nous l'avons vu, est à zéro. Les États-Unis et Israël estiment que l'Iran ment, qu'il utilise son programme civil comme couverture pour progresser secrètement vers l'arme. Téhéran, de son côté, accuse Washington et Tel Aviv de chercher un prétexte pour l'attaquer quoi qu'il fasse. Chacun voit dans les gestes de l'autre la confirmation de ses pires soupçons. C'est un cercle vicieux parfait. Et c'est là peut-être le cœur du drame. Nous sommes face à une crise où la perception l'emporte sur les faits, où la méfiance a remplacé toute forme de dialogue, où même les mécanismes de vérification internationale, comme l'AEIA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, sont contestés par l'une ou l'autre des parties. Dans un environnement tel, comment construire une paix durable? Épilogue. Vivre avec l'inévitable? Alors, que retenir de tout cela? 3 scénarios militaires américains sur la table, avec chacun ses risques colossaux. Une carte iranienne, le détroit d'Ormuz, capable de paralyser l'économie mondiale. Un jeu d'alliances complexe où la Russie, la Chine, Israël et l'Europe ont tous un intérêt et un pouvoir de nuisance. Et au centre, une rupture totale de confiance qui rend presque impossible toute issue diplomatique. Nous sommes dans un dilemme tragique. Reculer pour Washington comme pour Téhéran, c'est perdre la face, montrer de la faiblesse, encourager l'adversaire à aller plus loin. Mais agir militairement, même de manière chirurgicale, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Escalade régionale, crise énergétique mondiale, déstabilisation du Moyen-Orient et surtout l'émergence d'un régime iranien encore plus radical, encore plus déterminé à se doter de l'arme atomique pour garantir sa survie. Une question me hante en terminant cette analyse et elle devrait nous hanter tous. Dans un contexte où la confiance est totalement rompue, est-ce qu'une solution diplomatique est encore possible? Ou assistons-nous simplement au début d'un conflit que personne ne cherche vraiment à éviter, mais seulement à gérer? Peut-être que la vraie question n'est plus comment éviter la guerre, mais comment vivre avec l'idée qu'elle pourrait éclater à tout moment. C'est une pensée glaçante, mais c'est aussi malheureusement le monde dans lequel nous vivons en ce début 2025.